Je rappelle le thème de cette première table ronde qui est, que je vais résumer en citoyenneté européenne et éducation nationale. Comme ça, ce sera au sens large, que ce soit en France ou en Allemagne. On peut même l'élargir d'ailleurs sur tous les États membres de l'Union européenne, parce que je pense que l'enjeu est le même. Je voudrais commencer par toi, Marie-Laure, puisqu'on se tutoie, puisqu'on appartient toutes les deux à l'Association citoyenne pour l'Europe. Alors tu es, je vais dire aussi ça avec l'ancien mot, parce que je crois depuis le mot a changé, institutrice. Très bien, ça me convient. Je crois que bon, il y a beaucoup de mots qui ont changé. Je le découvre dans notamment éducation populaire. On pourra en reparler. Alors, je voudrais, avant de commencer et de donner la parole et ensuite à vous, vous donner une phrase que Catherine Lalumière, que vous connaissez, j'imagine tous, très grande européenne. Qui a dirigé sur la fin de sa vie, mais elle est toujours présente, elle est toujours vivante, la Maison de l'Europe. Et un jour que je la rencontrais, elle me dit, vous savez, de la même façon qu'au XIXe siècle, les enfants ne naissaient pas républicains en France, et que ce sont les hussards de la République, c'est-à-dire les enseignants qui les ont transformés en républicains. Aujourd'hui, les enfants en France ne naissent pas européens. Et ça doit être les enseignants qui doivent les transformer en européens. Alors je sais que dans tes classes de primaire, enfin, je te suis sur Facebook, je te suis sur Twitter, ce que je trouve incroyable, parce que les enfants de CM2 partagent sur Twitter leurs travaux. Tu fais un nombre de choses autour de l'Europe pour justement leur faire prendre conscience qu'ils sont des citoyens européens incroyables. Je trouve que c'est un modèle. Est-ce que tu pourrais, alors, en 5 minutes, nous sommes comme au Parlement européen, hein, je vais mettre mon chronomètre, et en 5 minutes, nous allons faire un premier tour de table, peut-être un petit deuxième, et ensuite vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez aux uns et aux autres, dans la durée impartie. Donc, Marie-Laure, qu'est-ce que tu fais et quel est ton point de départ par rapport à ces petits que tu reprends tous les ans et que tu emmènes vers la 6e? Alors, le point de départ, je dirais peut-être déjà, c'est ma conviction profonde, moi-même en tant qu'enseignante, bien sûr, mais en tant que citoyenne. Et je ne dissocie pas les deux. Donc, effectivement, moi-même étant convaincue par cette nécessité, par cet aspect essentiel de l'éducation à la citoyenneté européenne, ça paraît comme alors je vais employer un mot, comme une évidence, même si je sais que quelquefois le mot évidence ne s'impose pas toujours. En tout cas, en termes de conviction, ça l'est pour moi. Et j'essaye d'inclure cette éducation à la citoyenneté européenne au travers de toutes les disciplines, au travers du maximum de moments. C'est pas une matière parmi d'autres, c'est quelque chose qui est transversal, qui touche à tout, qui se découvre aussi bien au travers des mathématiques, au travers de l'EMC, l'enseignement moral et civique, bien entendu, mais aussi en histoire, en géographie, dans l'aspect de la langue, de la littérature, bon, bien évidemment. Mais c'est quelque chose que l'on rencontre en fait au quotidien, et ça correspond, comme ça a pu être dit, puis également par la chef de la représentation de la Commission européenne, à une construction, à quelque chose qui va s'accompagner tout au long des âges de la vie, et a fortiori donc des âges scolaires, et en commençant dès le plus jeune âge. Alors concrètement, ça peut être, je peux vous donner des exemples. Actuellement, nous travaillons sur, c'est bientôt Noël, donc dans quelques semaines, j'ai une opération qui est le sapin européen. Donc ça consiste en un échange de décorations de Noël créées en classe, et puis que nous adressons donc à des écoles, à des écoles partenaires, on va dire. Dans quel pays? Alors, dans des pays cette année, nous avons 14 pays, de la Roumanie, Finlande, Suède, Espagne, Italie, enfin bon, voilà. Donc, nous avons préparé des décorations. Nous avons accompagné également d'une présentation de notre région et des coutumes, puisque c'est le thème de Noël.
et des coutumes de Noël. Et nous avons posté tout ça. Et en échange, eh bien, les écoles qui sont dans ce réseau nous envoient aussi des courriers similaires. Enfin, quand je dis similaires sur le principe, mais évidemment, il y a une richesse et une diversité. Alors là, la devise de notre union, unie dans la diversité, prend tout son sens parce qu'on découvre au travers de situations authentiques ce que c'est Noël. Que par exemple, eh bien, en Espagne, les cadeaux arrivent le 6 janvier, quand les élèves découvrent ça au travers des écrits qui sont produits en langue anglaise. Donc ça nous donne l'occasion aussi de nous rendre compte que l'anglais c'est utile, même si on ne connaît pas tous les mots, et loin de là bien sûr, on arrive à comprendre le sens. Et puis quand on n'arrive pas trop, ben, on se fait aider. Et comment, je vois avant-hier, il y a un colis qui est arrivé qui venait d'Autriche. Et donc les documents étaient en allemand. Normalement, c'était en anglais, mais bon, voilà, sur le principe, c'était en allemand. Alors là, eh ben, on se tourne vers... spontanément, les élèves cherchent des solutions, et puis très vite, ils ont eu l'idée de demander... on va le proposer au collège voisin, parce qu'on a la chance d'être, nous, à proximité d'un collège, et puis ça va être une des classes de 4e du collège qui va pouvoir traduire les documents, et puis venir en plus après restituer en classe. Alors ça fait du lien, vous voyez, dans la liaison école-collège. Enfin, moi je trouve que c'est du bonheur. Ça me permet de faire plein de choses de manière active. C'est innovant. Enfin, moi j'ai du goût. Alors je pense que si j'ai du goût, j'arrive un peu plus facilement aussi à le transmettre. Mais je dirais que c'est peut-être ça, c'est saisir les opportunités. Et puis on se rend compte comme ça que l'Europe, c'est à la fois loin, mais c'est proche. Et les enfants peuvent s'approprier progressivement eh bien, toute cette dimension. Et voilà un exemple, mais il y en aurait d'autres. Le mur de Berlin et la préparation de la commémoration du traité de l'Élysée, c'est aussi quelque chose sur lequel nous travaillons actuellement en histoire. Et bien là, les enfants sont aussi partie prenante et par des choses mais vraiment très concrètes, donner du sens, apprendre pour de vrai, apprendre en situation authentique. Et puis, je pense qu'ils sont pas trop jeunes. Il suffit de trouver des situations adaptées, comme l'a dit aussi la chef de la représentation. En maths, c'est quoi ? En maths, par exemple, le drapeau européen. Vous savez que ça fait développer plein de compétences. Christian, qui est inspecteur de l'éducation nationale, dirait sans doute pas le contraire. Mais si vous voyez le beau drapeau, il est composé donc du battant et du guidant, alors avec des termes de proportionnalité tout à fait astucieux à mettre en place. Et puis, il est composé de 12 étoiles construites. Enfin, ce sont des étoiles à 5 branches. Donc là, équerre, compas, règle. On apprend à faire tout ça. Et puis c'est un vrai bonheur, d'apprendre. Et c'est utile. Et si vous voyez la fierté, oui, j'entends la sonnerie. Si vous voyez la fierté des élèves, quand ils produisent ça, et quelque chose pour de vrai, parce que le drapeau, on le voit quand même. Voilà, donc par exemple en maths. Mais il y aurait plein d'autres, mais on reviendra peut-être avec vos questions. Christian Salézé, vous êtes président donc, de AEDE France, vous êtes aussi membre inspecteur éducation sans frontières. Vous faites quel constat alors Marie-Laure, je pense qu'elle était exceptionnelle dans l'éducation nationale et notamment en primaire. Quel est le constat que vous faites justement de cet apprentissage à la citoyenneté européenne dans les classes françaises ? Alors tout d'abord, je voudrais remercier Emmanuel Morucci et Marie-Laure de l'invitation. Je mets mon chronomètre. Ça, c'est la première des choses à laquelle nous sommes très sensibles. Deuxièmement, je voudrais excuser l'absence de collègues qui avaient souhaité nous rejoindre, qui arrivaient de Nice, de Limoges, membres de l'AEDE, qui venaient participer également à ce colloque et qui n'ont pu, pour les raisons que vous savez, nous rejoindre. Voilà. Donc, nous leur ferons compte rendu de notre participation. Voilà. Et si vous permettez, je voudrais commencer par un double constat. On a évoqué hier, avec les élèves de Marie-Laure, avec les élèves du collège Saint-Charles également, cette question d'identité, de citoyenneté européenne. Identité, citoyenneté, conscience, ça nous renvoie à la complexité qui est chère à Emmanuel. Par les extensions successives, l'Union européenne a intégré des modèles culturels nouveaux, des schémas sociaux différents, des attentes de plus en plus diversifiées. Ce qui fait que le citoyen européen, tel qu'il a été pensé
lors de la fondation de l'Union européenne, il n'a plus rien à voir avec le citoyen européen d'aujourd'hui. Ils sont fondamentalement différents. Et l'enseignant européen des années 50-60, il n'existe plus aujourd'hui. Parce que l'enseignant du XXIe siècle, il n'a plus rien à voir avec l'enseignant d'il y a 50 ans. Enseigner à l'ère du numérique est un autre métier. D'autre part, l'hétérogénéité des classes n'a jamais été aussi forte que maintenant. La diversification de la population scolaire, les arrivées régulières de populations extérieures au contexte local. J'emploie un euphémisme, c'est-à-dire le nombre de migrants que nous avons, par exemple. Alors même si j'ai fait le constat hier, tant à l'école Notre-Dame qu'au collège Sacré-Cœur, qu'il y avait peu d'élèves de ces catégories-là, nous étions il y a un mois avec les collègues de la EDE, Alain Fleury qui est ici présent, sur un stage à Strasbourg pour des enseignants italiens de Bologne. Et le premier constat qui est apparu, c'est que ces enseignants étaient frappés, interrogés au plus profond d'eux-mêmes par le nombre d'élèves arrivant d'Érythrée, de Somalie, de Syrie, du Pakistan dans leur classe. Et que ceci bouleversait radicalement leur manière d'enseigner. Elle nous disait, on ne peut plus enseigner comme on enseignait il y a 10 ans. C'est fini. Il faut prendre en compte cette nouvelle diversité des élèves. Voilà. Donc, c'est une difficulté. Mais c'est en même temps un atout. Parce que de cette confrontation à l'international, on va dire, cette prise en compte de l'hétérogénéité multiple, c'est un atout pour les élèves, pour leur futur. Pourquoi c'est un atout? Parce que c'est dans la complexité qu'on va construire les compétences. Ça me semble évident. Alors c'est une difficulté pour l'enseignant, parce que enseigner, c'était préparer, sur le cursus, c'était préparer des élèves à une vie professionnelle future. C'est-à-dire c'était leur fournir les codes pour qu'ils puissent se réaliser dans une profession. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. On a une formule à l'AEDE qui est très simple. Je vais essayer de la citer sans me tromper, parce que chaque fois j'oublie un mot. On dit « Préparer les jeunes Européens à des modèles de société qui n'existent pas encore est une des missions premières de l'école. » Et ça, c'est une révolution que nous avons à faire. Une vraie révolution qui n'est pas intégrée par tout le monde. Nous sommes extrêmement en retard. Alors là, je parle pour la France. Nous sommes extrêmement en retard dans cette prise en compte des nouveaux enjeux de l'éducation. On est très loin de ce que l'on pourrait faire, de ce que l'on devrait faire. Alors pour revenir à notre sujet européen, c'est dans l'Europe qu'on va trouver des réponses. Ça, on en est intimement convaincu à l'AEDE, mais pas qu'à l'AEDE. Moi, je suis membre de d'IESF, Inspecteur d'éducation sans frontières, qui est une association de vieux cadres de l'éducation nationale. Ils sont également convaincus de la même chose, c'est-à-dire que nous avons à réinventer le métier, et nous ne pourrons le réinventer que dans une dimension européenne. On reviendra sur plus précisément ce que je vais dire ensuite ce que l'on peut faire de manière très précise, voilà. Ce que l'on propose nous à l'AEDE. Oh. Alors, je ne sais toujours pas si nous avons Florian Stott qui... Comme je n'ai pas le don de... Ça téléphone. D'accord. Non, mais de toute façon, je l'avais mis en dernier, justement, pour prévoir d'éventuelles difficultés techniques qui sont habituelles. Est-ce qu'on l'entend? Oui.
En tout cas, je vois que son nom est ici. Mais je voudrais d'abord poser quelques questions, enfin les mêmes questions d'ailleurs à Alphonse Scholten. Bon, je vais vous le représenter. Et bon, vous êtes enseignant, vous êtes expert Erasmus, plus auprès du comité européen des régions. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle ville et dans quelle langue vous situez et puis, même chose, même constat, est-ce que vous avez les mêmes difficultés que celles dont vient de parler Christian Saléger et qu'est-ce que vous faites concrètement, justement, pour faire émerger cette conscience de la citoyenneté européenne chez les élèves chez vous? Oui, alors aussi pour moi, d'abord merci pour l'invitation. J'étais très ravi de pouvoir revenir à Brest et aussi de pouvoir revoir quelques amis de longue date. Et je pense que ce type de colloque est quelque chose qui nous manque actuellement, c'est-à-dire de réfléchir dans un cadre européen sur les questions européennes. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, me gêne énormément en Allemagne. On parle toujours, seulement avec les Allemands, sur l'Europe. Et on dit, on connaît l'Europe, on a une idée, on sait comment ça doit marcher, etc. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a déjà, en Allemagne de l'Est, il y a d'autres idées sur l'Europe que chez nous. Et ce qui est déjà en partie une réponse à votre question. J'habite Duisburg et je travaille à Düsseldorf, ce qui n'est pas très loin, ça fait 6 ou 7 stations de tramway pour moi tous les matins pour aller à l'école, parce que les deux villes sont très proches. C'est sur le Rhin, mais c'est vraiment l'Allemagne de l'Ouest comme on connaît dans la tradition. Alors pour l'éducation à l'Europe, en règle générale, on peut dire que ça existe dans les programmes scolaires, mais comme vous avez dit en introduction, en France, c'est le rôle de l'éducation nationale. En Allemagne, il n'y a pas de l'éducation nationale. Nous sommes un pays fédéral, c'est-à-dire nous avons 16 politiques différentes, et l'école appartient à la compétence des Länder. Et ils sont fiers d'avoir ça, et ça veut dire qu'ils sont fiers d'avoir des différences et d'insister sur les différences pour bien marquer leur rôle et pourquoi on a encore besoin des Länder, et surtout les petits, mais ça c'est une question interne. Alors, ça complique les choses, mais d'un autre côté, il y a l'Europe qui nous demande énormément d'engagement. Pour nous, pour le moment, c'est un peu ce qu'a dit Christian. Une phrase très répandue, c'est déjà à l'école, nous avons l'Europe unifiée. Il y a dans nos écoles, dans nos classes, c'est normal d'avoir des jeunes de 5, 6, 8 pays minimum d'Europe. Mais on a aussi depuis 2015 des réfugiés surtout du Proche-Orient, et maintenant de l'Ukraine. Et tout ça devrait changer, comme disait Christian, notre manière d'éduquer. Mais là, on est tout au début, on cherche, et je crois que la plupart des professeurs ne savent pas, même pas, on rêve un peu du retour de l'avant-Covid, par exemple. Mais pour moi, personnellement, ça ne va pas revenir. Le monde a changé. Les jeunes, je ne connais pas la situation en France, mais en Allemagne, il y a plein d'études qui nous disent que les jeunes, ils sont tellement traumatisés par le Covid, par les lockdowns, etc., que ça ne va pas changer d'un jour à l'autre sur les habitudes d'avant Covid. Et de notre côté, pour moi aussi, c'est un atout, parce qu'ils ont d'autres compétences, ils ont d'autres intérêts, et de pouvoir changer, de devoir changer, c'est aussi une possibilité d'introduire d'autres méthodes
d'enseignement qui sont probablement plus ouvertes à différentes cultures. Et pour moi personnellement, je rejoins là un peu Marie-Laure, c'est les projets e-twinning, c'est-à-dire numériques, qui sont très enthousiasmants pour mes enfants. J'enseigne dans un gymnasium, c'est-à-dire des enfants de 10 à 18 ans, et partout, dans toutes les classes, c'est toujours très important pour eux d'avoir des contacts dans un projet qui est un peu pareil comme celui que Marie-Laure a expliqué, c'est autour de Noël. Nous sommes en contact avec des écoles en Pologne, et c'est fascinant pour les enfants de découvrir comment eux ils fêtent Noël. Est-ce que c'est la même chose qu'en Allemagne, que chez nous, et de leur dire comment nous on fait ça. Mais c'est la même chose pour les plus âgés qui sont en contact avec d'autres écoles. J'ai un projet avec encore la Pologne, la France, la Slovaquie, et ça c'est sur la paix, parce qu'il y a cette année 375 ans de la paix de Westphalie, et il y a eu un institut de paix qui a prononcé un concours, quelle est la meilleure idée pour la paix, comment on peut faire la paix aujourd'hui dans le monde. Et je travaille avec mes enfants et avec les classes dans les autres pays là-dessus. Et ça me paraît un des moyens pour ouvrir l'école à l'Europe, probablement pour le moment. Alors, est-ce que, Florian, vous nous entendez? Parfait, parfait, et on vous voit aussi. Alors, je vais me mettre ici, ça permettra de vous voir un peu mieux. Voilà. On vous entend faiblement, mais est-ce que ça va pour tout le monde quand même? Oui, j'aurais besoin des services de Philippe. Merci beaucoup. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réseau Wi-Fi, donc il est obligé de sortir pour être en contact direct au téléphone avec les intervenants. Florent Staudt, vous êtes, je vous présente en 2 mots, vous êtes responsable de l'OFAGE à Berlin et vous êtes chargé du projet éducation et citoyenneté. J'ai posé la question à chacun sur le constat que vous pouvez faire de la conscience chez, je dirais, les enfants entre, allez, on va dire 5 ans et 18 ans, la sortie de classe pour aller à l'université. Est-ce que cette conscience européenne existe et qu'est-ce que vous faites pour la créer? Et le micro peut-être près de l'ordinateur. Le micro à côté de l'ordinateur. Pour l'Office commun pour la jeunesse, une organisation que vous connaissez très bien, j'imagine. Et donc là, voilà, a permis presque 10 millions de jeunes apprentis aux pays partenaires, mais pas que, dans le cadre d'un échange dans le secteur scolaire et extrascolaire, basé notamment sur la pédagogie interculturelle, la perspective, la sensibilité de la culture et de la pensée des autres, qui ont effectivement un impact fort sur la conscience des Européens. Donc, par exemple, moi aussi, j'ai pu participer à un échange, et à cette époque-là, c'était vraiment une expérience unique parce que on se rend compte qu'à un moment donné, on a forcément des intérêts au commun. Donc, cela crée après confiance, une conscience des points en commun, mais aussi des différences de l'autre. Mais au total, je dirais que ces programmes-là, ces échanges-là, créent fortement une meilleure conscience. Aussi des identités européennes. Mais ce n'est pas sans raison que la jeunesse a été aussi reste au cœur de cette crédibilité, notamment avec la
Alors, attendez, juste, je vous interromps juste 2 secondes parce que déjà on vous entendait mal, mais là on vous voit même pas. Parce qu'il y a Firefox, voilà. Parce que, au moins on peut lire sur les lèvres. Voilà. Allez-y. Ok, donc voilà, juste pour conclure, pour nous actuellement le sujet c'est d'approfondir tout ce qui concerne l'éducation citoyenne, donc l'éducation politique à la démocratie, dans nos programmes d'échanges et des rencontres, parce que on perçoit quand même qu'il est temps d'en parler plus profondément avec les jeunes sur voilà, la démocratie au soir, pour la viande, des élections, parce que on sent quand même dans les dernières élections la participation des jeunes baisse. Malgré, avec ce que vous constatez, la participation élevée des élections européennes, parce qu'il y a des positifs, mais quand même, on a l'impression que vu les défis nombreux auxquels nous faisons face en société, il est absolument important de parler explicitement de ces sujets. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra, on essaiera de revenir vers vous après un deuxième tour de table, puis ensuite vous pourrez poser toutes vos questions. Je vous entendais les uns et les autres parler de la diversité des étudiants, des élèves. Justement, je me dis que un point commun de tous ces élèves, c'est qu'ils vivent dans l'Union européenne et donc ils doivent la connaître à minima, parce que pour être un vrai citoyen, il faut en avoir conscience. On a vu hier dans le débat que vous avez eu avec ces élèves que eux en avaient conscience, mais que c'était pas forcément enfin, que c'était tellement évident que finalement ils ne s'interrogeaient plus sur cette Union européenne. Mais est-ce que vous les nourrissez sur l'Union européenne? C'est-à-dire que moi je constate, parce que je fais des masterclass auprès d'étudiants sur l'Union européenne, une ignorance absolument crasse du nombre d'États membres, de l'existence même d'institutions comme la Commission européenne, comme le Parlement européen. Je trouve que dans les écoles, peut-être pas en primaire et encore, mais on n'enseigne pas l'Europe. Or, je croyais que c'était désormais dans les fondamentaux de l'Union européenne. Alors, je vais redonner. Pourquoi n'enseigne-t-on pas l'Europe? C'est parce que les enseignants ne sont pas au courant de ce qu'est l'Europe, ou c'est parce qu'ils ne veulent pas? Alors, je provoque, hein. Je dis ça aux enseignants dans la salle. L'attaque masquée était attendue. Oui, je vous avais alerté. Et souhaitée. Parce qu'elle permet de répondre dans la précision. Alors, première chose, tout ce que vous avez évoqué en termes de lacunes figure dans les contenus d'enseignement de l'école primaire, du collège. Mettez le micro bien en face de... Et donc, voilà. Les élèves sont censés apprendre tout cela. Maintenant, une fois qu'on a fait ce constat, on n'a rien dit. Parce qu'effectivement, il y a des classes, comme celle de Marie-Laure, où les élèves vont quitter l'école primaire en étant parfaitement outillés sur ce plan-là. Et il y a des classes où ils n'auront jamais entendu parler d'Europe, où l'Europe ne sera pas une donnée transversale de tous les enseignements. Alors que faut-il faire pour répondre à cela? Il y a plusieurs axes de travail. Le premier, il est très général, c'est élever le niveau de performance des élèves. Plus les élèves sont performants, plus ils sont tentés de s'intéresser à la dimension européenne de l'éducation. Donc, la première réponse, c'est la qualité générale de l'enseignement. La deuxième réponse, c'est de faire de chaque enseignant un enseignant européen. Ça signifie très clairement que dans les cursus de formation initiale et continue, il faut qu'il y ait un passage par l'Europe. C'est-à-dire que pour les professeurs des écoles, pour les professeurs de lycée et collège en France, dans leur cursus de formation initiale, il faut qu'il y ait un stage de 3 mois
dans un autre pays de l'Union européenne. Ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, que nous le réclamons. Qu'il y a un consensus à peu près général là-dessus, mais que ça n'avance toujours pas, ou de manière très ponctuelle. Alors ça coûte cher. Il n'y a pas un moyen Non, un ça ne meilleur coûte pas marché. cher. Non, ça ne coûte pas cher. Bah, il y a l'hébergement, le transport. Ce sont des frais dérisoires par rapport à ce que coûte un système éducatif. Et puis il y a le remplacement de l'enseignant. J'ai cru comprendre, si j'écoute. Pendant la j'ai formation les initiale, informations, pendant la formation initiale, ça ne pose pas de problème. D'accord. Ce sont des échanges qui sont à faire. Hmm. Et donc, techniquement, ça ne pose pas de difficulté. Le problème se situe au niveau de la volonté de le faire. Voilà. On l'a expérimenté il y a quelques années sur la formation des inspecteurs de l'éducation nationale, des IAIPR, à Poitiers, à Fin-Chasseneuil, à ce qui était l'école supérieure de l'éducation nationale. Nous avions, pendant quelque temps, ce module qui était court, mais qui amenait tous les futurs inspecteurs à une formation à l'étranger. Ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi? Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Il y avait un vrai constat de réussite sur le retour d'expérience, et pourtant ça s'est arrêté. Bon. On ne maîtrise pas toutes les politiques. Le troisième axe, je crois que c'est de rendre vraiment effectifs ces contenus d'enseignement. Vous savez qu'à l'école, en général, il y a ce qui doit être enseigné, qui figure dans les programmes, ce qui est enseigné, c'est-à-dire ce que les enseignants choisissent de mettre à l'ordre du jour, et ce qui est appris par les élèves. Et quelquefois, l'écart, il est abyssal entre ce qui doit être enseigné et ce qui est appris. Donc ça passe par probablement des initiatives, des incitations de la part de l'encadrement, de l'institution, pour qu'il y ait une vraie prise en compte de cette dimension européenne qui figure in extenso dans les programmes. Voilà. Et après, je crois, le dernier axe, et le plus important pour moi, c'est tout ce que l'on peut proposer à travers les programmes qui existent. Et là, je vais me faire l'avocat le porte-parole d'Erasmus+, parce que les possibilités sont immenses et sont chaque année plus importantes. Ça a été dit tout à l'heure dans l'intervention, le programme 2021-2027 par rapport au programme 2014-2020, c'est x2. Pas x3 probablement, mais x2 à minima. Ça veut dire que les ressources sont là. Et j'ai envie de dire, les espérances sont là. Cette année, en ce moment, ces jours-ci, nous sommes en train d'évaluer les demandes d'accréditation. L'accréditation, c'est un dispositif qui va permettre à un établissement d'envoyer en mobilité des élèves, des enseignants, jusqu'à la fin du programme, jusqu'à 2027. Il suffira de faire la demande, une fois qu'on est accrédité, pour pouvoir bénéficier de mobilité, qui sont prises en charge entièrement financièrement. Cette année, nous avons 2 fois plus de demandes d'accréditation que l'an dernier. Donc ce besoin de confrontation à l'Europe, il existe dans l'école. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pessimiste là-dessus. Simplement, là où nous avons une difficulté importante, c'est pour faire connaître les dispositifs qui existent. Un certain nombre d'enseignants n'ont pas encore connaissance des possibilités. Alors, on peut dire que c'est un manque de curiosité de leur part, ça c'est évident, mais on peut dire aussi que l'institution est en relation avec l'agence Erasmus, ne réussissent pas à mobiliser suffisamment. Oui, bien sûr, j'allais donner la parole, parce que on voit que l'évolution et la prise de conscience existe, l'évolution est positive, mais moi j'ai le sentiment quand même que énormément d'enseignants n'ont pas envie de parler d'Europe, parce que, pensent-ils, c'est politique. Et qui n'ont pas, je dirais, la méthode pour en parler. C'est ce que j'entends beaucoup dire. Alors, effectivement, je pense que éduquer à l'Europe, c'est un fait politique. Ça convoque, ça ramène à sa propre conviction, son propre regard
par rapport à l'Europe, oui. Moi, je sais, dans le cadre de l'étude universitaire que j'ai faite, j'ai rencontré des enseignants qui me disaient oh ben non, moi je prends pas le risque, hein, parce que après, si j'ai des parents qui sont pas d'accord, qui viennent me dire ci et ça, et dans ce cas-là, je repense vraiment à cette enseignante qui me disait ça, en précisant qu'elle ne se sentait pas, elle ne se serait pas sentie soutenue par sa hiérarchie, dans ce cas-là. Même pour dire qu'il y a 27 membres. Sans doute avait-elle envie d'aller au-delà simplement de ce côté purement factuel, et elle ne se serait pas forcément sentie soutenue. Elle dit déjà, des fois, aller voir une exposition sur tel ou tel sujet, ça pose problème. Enfin, il y a ce côté-là, le fait de se sentir peut-être isolé. Et là, ça me fait penser aussi à une des clés qui est peut-être de développer la pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les choses soient saucissonnées, soient indépendantes les unes des autres, mais vraiment mises en relation. Et comme je le disais tout à l'heure, éduquer à l'Europe, c'est transversal. Donc, il faut il faut développer ces pédagogies de projet qui demandent évidemment de l'énergie, qui demandent... ça change un peu le paradigme, ça change plein de choses, mais c'est ça aussi qui fait que ça va fonctionner, quoi. Mais alors il y a ça que je voulais préciser. Et puis quand Christian évoquait les programmes, moi je suis assez nuancée, je suis un peu plus nuancée. Moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'Europe dans les programmes, ou en tout cas c'est flou. Et alors quand on dit quand c'est flou, il y a un loup peut-être, mais c'est flou. Alors à la fois, ça veut dire que quand on veut en faire, il n'y a aucun problème. On peut trouver plein d'entrées, mais c'est pas explicite. Et on ne sent pas, enfin moi je ne sens pas en tout cas, à mon niveau, je ne sens pas de volonté politique dans les programmes d'éduquer à l'Europe. C'est trop... c'est flou, on a du mal à percevoir quoi, l'envie, la nécessité. Et là, alors, de fait, oui, on a du mal à saisir l'aspect politique. Mais là, je pense que c'est à nos dirigeants, c'est à l'éducation nationale de s'emparer de cette question et de montrer que c'est pas honteux. On doit être fier. Et je pense qu'il faut développer ce sentiment d'appartenance. La fierté, quelquefois, c'est pas bien vu. On dit, la fierté, on va être contre les autres. Mais non, c'est aussi revendiquer qui on est. Et c'est bien connaître sa propre identité, c'est ce qui forge aussi la construction de l'identité. Et être européen, c'est aussi avoir avoir une identité multiple. Et on se rend compte aussi que sur les territoires, que dans les régions, peut-être, sans généraliser, je ne vais même pas me permettre, mais dans les régions où il y a une identité forte, peut-être comme la Bretagne, eh bien, on est aussi plutôt pro-européen. Parce donc que ça ne s'oppose pas. Ça saute l'étape. Ça saute ou ça s'oppose pas, ça se complète, ça se tisse, ça s'intercroise. Encore une fois, c'est de la complexité, mais ça s'articule. Et c'est pas au détriment, ni par opposition à une autre identité. Au contraire, être multiple, être plusieurs, être divers. Encore une fois, unis dans la diversité. Et on est encore plus riche et plus solide. Alphonse Scholten, est-ce que vous constatez la même chose en Allemagne, ou est-ce que le simple fait d'être dans un État fédéral, tout ce dont vient de parler Marie-Laure est déjà acquis? C'est-à-dire c'est pas parce qu'on est du Bade-Württemberg qu'on n'est pas allemand et qu'on n'est pas européen, et vice-versa. Non, je crois que le problème c'est un peu plus ou moins le même qu'en France, et à plusieurs niveaux. D'abord, je voulais commencer avec une remarque de Christian, c'est-à-dire dans les programmes en Allemagne, dans les programmes des matières, l'Europe existe pleinement. Mais c'est-à-dire, par exemple, c'est histoire-géographie ou est-ce qu'on trouve ailleurs? Histoire, géographie, mais aussi une matière qu'on appelle politique. Mais le problème, c'est que les programmes sont tellement surchargés, et avec 2 heures par semaine, on ne peut pas tout faire. Il y a aussi la prévention maintenant des abus sexuels. Il y a la prévention de la drogue. C'est tellement beaucoup de choses très importantes que les professeurs doivent choisir eux-mêmes ce qu'ils font. Et quand ils ne sont pas
convaincus de l'Europe ou du sujet européen. Quand ils ont peur, quand ils ne savent pas, ils ne vont pas choisir ça. Ils se méfient, ils disent non, plutôt autre chose. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a une volonté générale, mais pas précise, en disant qu'il faut ça, ça et ça. Et deuxième problématique allemande, probablement, c'est que moi, en tant que professeur au gymnase, j'ai 2 matières à enseigner. Et mes matières... Ce qui n'est pas le cas en France encore. Oui. Mais 2. En tout cas, moi, j'enseigne la religion catholique et l'histoire. Et la politique, parce que j'aime bien. Mais je n'ai pas de la formation pour faire ça. Et probablement je suis l'exception, parce que j'aime bien l'Europe, et alors je l'enseigne chaque fois quand j'ai un cours en politique. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et ce que disait Christian, c'est qu'il y a des jeunes professeurs qui arrivent à l'école, qui ont eux-mêmes fait un cursus Erasmus+, dans un autre pays. Eux, ils sont ouverts, mais il y a pas mal de jeunes. Et ce n'est pas obligatoire dans les... Mais comment peut-on enseigner l'histoire ou même la religion catholique sans parler d'Europe? Je ne sais pas, mais ils arrivent à faire ça. C'est tout à fait possible. Religion catholique, c'est pas tout à fait prévu de parler de ça, mais pour moi, ça fait partie quand on parle de la paix, de l'avenir du monde, etc. Mais en tout cas, c'est un peu la liberté des professeurs, et eux, ils ne sont pas convaincus européens, mais les professeurs ne sont pas mieux que la moyenne de la population allemande. Et dans la population allemande, c'est un constat que j'ai fait, j'enseigne depuis 2006. Au début, quand j'ai parlé de l'Europe, tout le monde était enthousiaste et voulait faire avec moi. Mais aujourd'hui, quand je parle de l'Europe, les élèves, ils sont très résistants. Encore, pourquoi on doit payer, etc. Et c'est déjà très résistant. Et pour moi, c'est un réflexe de la culture générale. L'ambiance envers l'Europe a complètement changé. Et qu'est-ce que ça veut dire parler d'Europe? Parce qu'on pourrait expliquer l'Europe, l'Union européenne, de la même façon qu'on explique la géographie. Est-ce que c'est pas parce que souvent les enseignants en profitent pour instiller, je dirais, un point de vue ou un credo, et qu'on mélange un peu ce qu'on pourrait nous dire en tant que journalistes, les faits et le commentaire? Ça, je ne sais pas dire, mais pour moi, c'est plutôt... j'ai l'impression qu'ils sont tellement surchargés, parce que c'est aussi un petit peu une situation de stress d'être tous les jours avec des jeunes des autres pays, de devoir changer le style de l'enseignement. Pour nous, en tant que professeurs, c'est un défi énorme. Et j'ai des collègues... Moi non, quelquefois je me demande pourquoi, mais j'ai des collègues qui ont commencé leur carrière professionnelle à notre école et qui, 40 ans plus tard, ils finissent à la même école. Et je me demande, qu'est-ce qu'ils ont vu du monde? Et pour exagérer, ils étaient déjà élèves à notre école. C'est-à-dire que le monde existe, et le monde et notre école, c'est la même chose. Oui. Et ça, mais c'est très souvent comme ça, c'est pas un cas exceptionnel. Et c'est ce que disait Christian, ils n'ont pas envie de découvrir quelque chose. Pour moi, j'ai fait un projet avec la Roumanie, Erasmus+, et les parents m'ont demandé, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller en Roumanie? Paris est beaucoup plus belle, plus loin. Et au Madrid ou Londres, à l'époque encore. C'est ça aussi la réflexion. Et pour un professeur normal, les réactions des parents sont importantes. Mais ce que disait Christian, mon école est une école
pour un public élevé. Là, les parents, ils sont sûrs, ils savent très bien que leurs enfants ont besoin dans leur carrière professionnelle des expériences internationales ou européennes. C'est-à-dire, ils sont ouverts à ça. Mais c'est déjà dans d'autres écoles, c'est pas comme ça. Je voudrais peut-être que Florian nous... Florian, est-ce que vous avez entendu Oui. l'échange? Oui. Ah, on vous entend merveilleusement bien maintenant, Ok. c'est formidable. Super. Merci. Même Oui. question. Oui, mais merci. Et maintenant, je vous vois aussi. Donc, ça fait plaisir Encore aussi mieux. de te voir maintenant des visages. Donc, merci. Moi, j'aimerais bien aussi. Enfin, je suis totalement d'accord avec ce qui avait été dit par Marie-Laure et Alphonse. Donc, voilà. Bien entendu, en Allemagne, l'Europe est bien ancrée dans les curriculums, même si en Allemagne, ça existe effectivement un fédéralisme. Donc, l'éducation, c'est un sujet. C'est le domaine réservé aux différentes régions, mais c'est pas assez. On est d'accord, et c'est même exactement le même constat que l'avaient tous les Européens qui ont participé à la conférence sur l'avenir de l'Europe, où il y avait une revendication concrète des citoyens d'Europe. Il faut approfondir l'Europe dans l'enseignement scolaire, mais le problème, c'est qu'il faut changer d'abord les traités. Et ça, c'est vraiment en souci, parce qu'on sait que voilà, c'est compliqué de changer les traités, notamment par les États membres de l'Union européenne. Mais on peut déjà peut-être penser, et c'était aussi évoqué par Marie-Laure, de commencer par une certaine transversalité. Donc pourquoi pas traiter l'Europe aussi dans les cours de maths et de physique, donc afin de jeter les bases, notamment sur une conscience européenne. Et à part ça, et voilà, maintenant j'ai le casque de l'OFAGE. En complément, il faut aussi avoir une expérience européenne, parce que l'accès par l'Europe, ça se fait aussi par le côté émotionnel. Donc il faut effectivement participer à des échanges, à des rencontres, et pas que c'est en bulle, mais aussi, il faut permettre à tout le monde de participer à cet échange-là, et d'où la priorité de l'Office franco-allemand pour la jeunesse de lancer une stratégie qui s'appelle Diversité et Participation, qui vise à aussi permettre à tous les jeunes d'une telle expérience. C'est compliqué, mais on est conscient et convaincu que ce serait le bon chemin à poursuivre. Parce que voilà, l'Europe, c'est nous tous, et en plus, ça commence aussi à sa région. Par exemple, moi, j'habite maintenant à Berlin, mais je viens d'Hambourg à la base, et moi, j'ai plus de points en commun avec les amis danois qu'avec les amis de la Bavière, on est d'accord. Donc, voilà, pour terminer là-dessus, je suis aussi d'accord avec ce que Marie-Laure avait dit. Cette identité européenne, c'est pas... L'identité ne va pas remplacer l'identité nationale ou régionale, mais c'est vraiment un complément. Merci. Alors, on va voilà, Marie-Laure, je ne sais pas si vous voulez rajouter, et puis on va passer à vos questions. C'était juste un point pour souligner et renforcer ce qui a été dit, c'est que la mobilité, à mon sens, elle existe avant tout dans la tête. C'est pas si on commence à se dire que c'est compliqué de faire l'Europe par rapport, il faudrait des déplacements, de faire déplacer les élèves, ça va coûter cher, etc. Je pense qu'on prend le problème par le mauvais bout. D'abord parce que, encore une fois, ça commence dès le plus jeune âge, ça doit commencer dans le premier degré, ça doit commencer en maternelle. Et on ne va pas amener les élèves de maternelle en Bavière ou ailleurs pendant 10 jours. On pourrait, mais bon, on sait très bien que ce n'est pas l'objectif. Mais on peut et on doit commencer. Mais pour ça, c'est dans la tête. Donc, la mobilité. En plus, aujourd'hui, avec les outils numériques, on peut faire plein de choses. Mais même autrement, il n'y a pas que les courriers numériques, il y a le courrier postal, ça fonctionne très bien aussi. Et puis c'est bien de passer aussi par des choses concrètes, des choses qu'on touche. Je rebondis encore sur l'histoire du sapin européen. Je vous assure, quand les élèves découvrent les paquets, quand les colis arrivent et qu'ils ouvrent, on sait tous ce que c'est d'ouvrir un cadeau, l'aspect surprise et autres, mais c'est sensationnel, quoi. Alors ne nous privons pas de ça. Il y a ça, mais on peut le faire à Pâques, on pourrait faire à d'autres moments. Et puis il y a plein d'autres choses encore à faire. Mais là, encore une fois, la mobilité, c'est dans la tête. Et puis il nous faut des programmes beaucoup plus clairs, beaucoup plus audacieux, plus affirmés, en fait.
et qui reprennent les fondements, les valeurs de démocratie, de paix. Enfin, reprenons les bases, hein, c'est la déclaration de Robert Schuman le 9 mai. Tout est là. On a tout, il faut y aller. Alors on va passer à vos questions. Je vous passerai un micro. Qui veut se lancer? Oui, madame. Bonjour à tous, on m'entend? Oui. Je suis Madame Hummel, je viens de Camaret et j'ai eu l'immense chance de participer à la Convention européenne. Et le résultat de cette Convention européenne au niveau national, c'était, je relis la phrase, une Europe qui met l'éducation au premier plan. Donc c'était effectivement, je crois que c'était à 60%, la chose la plus importante que tous ces Français ont constatée. Ensuite, je voulais donner un petit exemple que j'ai vécu, ça ne fait pas tellement longtemps. Pour vous, monsieur comment ça s'appelle? Le monsieur qui vient d'Allemagne. Là où j'habite, à Camaret, il y a un centre. Et j'ai vu sur la plage des élèves, il y en avait une cinquantaine. Et j'ai eu l'occasion de parler avec les deux personnes qui les encadraient. C'était un enseignement français et une enseignante allemande. Elle venait de Leipzig. C'est elle qui avait organisé cette rencontre. Il y avait donc 50 élèves qui venaient d'une banlieue parisienne, 50 élèves qui venaient d'un lycée de Leipzig. Ils s'étaient partagés, ils se mélangeaient. Le premier jour, j'ai vu qu'ils se mélangeaient sur la plage, les autres étaient en mer. Le deuxième jour, il y avait à nouveau ces classes. D'un côté, il y avait les Allemands, de l'autre, il y avait les Français. Ce jour-là, il n'y avait aucun mélange. Et il m'a semblé que la raison pour ce non-mélange, c'était les enseignants. D'autre part, je voulais dire que quand j'entends des jeunes qui parlent, ils me disent « Je suis né dans l'Europe, l'Europe, ça fait partie de moi ». Ils ne se posaient même pas de questions. Et je vais vous dire autre chose qui me désole terriblement, c'est qu'après avoir participé à cette convention, je me suis sentie terriblement responsable et je suis profondément européenne. Donc j'ai voulu m'engager. Et à cette convention européenne, j'ai fait la connaissance de Madame Hutin, qui a fondé la Maison de l'Europe à Rennes. Je lui ai écrit une lettre en lui expliquant les raisons de mon engagement et elle m'a orientée vers Brest. À Brest, j'ai fait également mes investigations et je suis arrivée dans un bureau qui était ouvert une fois par semaine. Dans son bureau, j'ai vu un bureau rempli de cartons ayant de la documentation européenne destinée aux élèves. Je dirais de 8 ans à 18 ans, une documentation extraordinaire qui était dans ces cartons. Voilà, c'est le constat que j'ai fait. Et sur cette deuxième partie, on en parlera dans la deuxième table ronde. D'accord. Non, vous avez fait un constat, oui. Mais vous n'avez pas expliqué pourquoi. Vous pensez que c'était de la faute des enseignants que les élèves ne se séparent pas, ne se rejoignent pas? Dans le premier jour, il y avait vraiment, on voyait que les élèves s'étaient mélangés. C'était très agréable parce qu'on ne pouvait pas voir s'ils étaient français ou s'ils étaient allemands. Je dois dire que du côté français, le deuxième jour, les élèves étaient d'un côté de la plage, les élèves allemands étaient d'un côté de la plage, les élèves français étaient de l'autre côté de la plage. Ces élèves-là étaient de couleur. Les élèves français étaient presque tous de couleur. C'était pas ce que j'avais remarqué la première journée. Et en passant devant l'enseignant, je lui dis il faut faire peut-être un petit mélange. Là, oui, on y va. Et quand je suis revenue, effectivement, il n'y avait pas eu de mélange. Les Français étaient du côté gauche, les Allemands étaient du côté droit. Donc, le deuxième jour, on avait remarqué, pour une raison quelconque, je ne sais pas, ça n'avait pas marché. Mais pour moi, je pense que c'était l'engagement des enseignements, qui était totalement différent d'un jour à l'autre. Ce n'étaient pas les mêmes élèves le premier jour et le deuxième jour? Non, ce n'étaient pas les mêmes élèves. Ils avaient fait 2 groupes. Et la première personne à qui j'ai parlé, c'était une jeune enseignante de Leipzig qui avait organisé cette rencontre.
Et on voyait qu'elle était propre parce qu'elle venait de Leipzig aussi. Et on sait que de ce côté-là de l'Allemagne, il y a quand même beaucoup de réticence. Et je l'ai trouvée admirable, je trouve. Oui. Merci. Est-ce que vous voulez réagir Alors, la faute des enseignants, bon, peut-être qu'ils ne parlaient pas l'allemand, ils ne parlaient pas français. Je pense que c'était quand même des classes allemandes. C'était des élèves de seconde. Oui, d'un mot, je pense que si cette rencontre se déroulait dans le cadre d'un partenariat, c'est qu'il y avait une évidente volonté de la part des enseignants de travailler ensemble. Absolument. Donc je suis un petit peu surpris qu'on les sépare. Hein. C'est exactement à l'opposé de ce que l'on constate depuis 25 ans à peu près dans les partenariats. Une autre question? Ou une remarque? Ou un partage? On n'a pas... Oui, madame. Merci, bonjour à tous. Donc Christine Guignard, donc je voulais simplement réagir par rapport à ce que vous nous avez dit ce matin. Alors, je suis à l'origine professeur d'allemand et ensuite j'ai été 25 ans chef d'établissement, c'est-à-dire principal de collège et proviseur de lycée. Alors, vous avez dit, monsieur Scholten, que tout à l'heure, effectivement, vous parliez des programmes et vous parliez de l'enseignement de l'histoire en particulier, et que effectivement les programmes sont énormes. Je pense, c'est même mis en heures, c'est-à-dire qu'on a entre 6 et 8 heures pour faire la montée du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que si l'Europe est traitée de la même façon, il reste effectivement pas grand-chose pour ce qu'on apprend au niveau européen. Ça, c'est une première remarque. La deuxième chose, je parlerai des langues, c'est quand même un petit peu important aussi dans la création de l'Europe, au niveau de l'éducation nationale. Et moi, je trouve que la politique des langues de l'éducation nationale est assez délétère. Je suis navré, mais c'est une catastrophe. Quand vous êtes chef d'établissement et qu'on vous donne votre dotation globale horaire, hein, très technique, c'est-à-dire les heures avec lesquelles vous allez pouvoir répartir les matières vers les enseignants, on vous dit, vous avez tant d'élèves, à tel niveau, 2 heures de langue par semaine, voilà, ça va vous faire tant de langues. Après, il faut que vous alliez expliquer que ce n'est pas le professeur d'espagnol qui va vous faire cours d'allemand. Ou que le professeur d'allemand ne va pas enseigner l'espagnol. D'ailleurs, les IPR, ils ne sont plus IPR d'une matière, d'une langue, mais ils sont IPR de 2 langues. IPR, c'est quoi? Instituteur pédagogique régional. Ils ne sont plus d'une matière, mais, enfin, de leur langue, d'origine, mais ils sont inspecteurs de langue. Le jour où on a accepté ça, j'ai trouvé que c'était une aberration. Enfin, ça, c'était très personnel. Donc, c'est vrai que vous regardez en langue, 2 heures de langue, il y a 35 semaines à peu près dans une année scolaire. 2 heures par semaine, c'est 70 heures de langue pour 35 élèves. Vous voyez un petit peu ce qu'ils apprennent. Et ensuite, je vous dis, c'est extrêmement compliqué. En gros, c'est ça quand même. Il y a un peu plus de 2 heures de langue. Entre les 2 langues, oui. On en met 1h30 en plus, on arrive à 3h30, hein, c'est ça. Langue confondue. Donc, il faut expliquer que ce ne sera pas le même qui fera les 2 langues ou les 3 langues séparées. Donc, là-dessus, on a quand même beaucoup de progrès à faire sur l'éducation nationale, par exemple. Alors, peut-être... Oui, très rapidement. Il y a des études comparatives qui sont faites assez régulièrement au niveau de l'Union européenne sur une maîtrise particulière qui est celle de la langue de communication première, qui est l'anglais. La France apparaît régulièrement et d'une stabilité absolue. Nous sommes 26e sur 27, de manière permanente. Voilà, donc ça c'est un constat. Alors je vous rejoins sur le très faible niveau de nos élèves en langue, qui n'est pas uniquement une question de moyens, qui est autant une question d'approche que de moyens, qui est autant une question de volonté de continuité intercycle, puisque maintenant nous avons des élèves de maternelle, grande section, qui commencent à travailler en langue étrangère, et je vous garantis que ce sont des éponges. Ça apprend extrêmement vite. Et si on travaille dans la continuité intercycle, on doit avoir logiquement à l'arrivée au collège des élèves bilingues, sans aucun problème. Sauf que cette continuité intercycle n'est pas suffisamment assurée, parce qu'on manque d'incitation véritable. Ce n'est pas une question de moyens, hein. C'est autre chose. Et dernier point que je voudrais rajouter, sur éduquer l'Europe.
éduquer à l'Europe, ce n'est pas uniquement éduquer à l'Union européenne. Il faut que l'on fasse absolument ce distinguo. L'Europe, ce n'est pas que l'Union européenne. Nos collègues suisses de la EDE montent sur leurs grands chevaux chaque fois qu'ils entendent ça. Ils sont profondément européens, même s'ils n'appartiennent pas à l'Union européenne. Et donc, par rapport à des collègues qui, politiquement, philosophiquement, font un blocage sur l'Union européenne, parce qu'il y en a, nous en croisons, nous, régulièrement. Il faut leur dire cela. La civilisation européenne ne se limite pas à l'Union européenne. Oui, est-ce que c'est les mêmes sujets? Est-ce que sur la langue Oui. Je voulais faire 2-3 remarques. D'abord, sur les langues, c'est pas tellement le problème en Allemagne, je crois. Mais pour moi, l'explication est très simple. L'Allemagne est un pays qui vit de l'exportation dans l'économie, un pays qui exporte, et c'est-à-dire les industries, les entreprises demandent des jeunes qui viennent chez eux qu'ils parlent 2 ou 3 langues. Et s'ils veulent faire carrière, avec une expérience à l'étranger. Pour vous, je suis un peu choqué d'un côté, mais de l'autre côté, non. Parce que c'est aussi ce que je constate. Il existe une pédagogie interculturelle développée surtout par l'OFAGE dans les années, mais qui n'est pas connue. On pense très souvent que mettre deux classes sur une plage et de leur donner le temps de jouer ou de faire quelque chose ensemble, c'est déjà de l'interculturel. Non, c'est pas de l'interculturel. C'est une naïveté énorme, mais pas une pédagogie interculturelle. Et ça, c'est un problème à développer. Je suis un peu contre ma profession en disant le professeur allemand, il sait tout faire. C'est sa conviction profonde, mais ce qui n'est pas vrai. Par exemple, dans le domaine de la pédagogie interculturelle. Et ce que je constate, c'est on fait quelque chose ensemble. Et quand je demande qu'est-ce que vous faites ensemble, c'est la même chose. On va à la plage. Mais aller à la plage, c'est pas encore faire quelque chose ensemble. Et la séparation dans les détails, je remarque de plus en plus. Ce serait quoi? Pardon? C'est quoi alors la pédagogie? Pour moi, c'est donner à des tandems, des petites équipes européennes, des travaux et des défis à résoudre en équipe. Que chacun doit apporter quelque chose pour la solution du problème. Et là, on fait du sport, mais toujours avec des équipes nationales. Mais on n'est pas à Qatar, on est sur une plage, on veut faire apprendre et on veut faire jouer ensemble. C'est pas pour gagner, c'est pour faire plaisir, pour avoir plaisir. C'est pour se découvrir, pour briser un peu les glaçons, je ne sais pas si cette expression, les glaces, etc. Et de s'approcher et de faire autre chose ensemble. Et ça, c'est pas une... Moi, j'étais dans le bain franco-allemand pendant longtemps, mais d'autres professeurs, ils ne connaissent pas ça. Et troisièmement, ce que je voulais dire, c'est le défi aujourd'hui, pour moi, c'est qu'on touche finalement tous les élèves. C'est une obligation avec l'éducation européenne qu'on arrive à toucher tous les élèves. Et pour moi, c'est une question, est-ce que ce n'est pas aussi un défi pour la Commission européenne de définir des standards de l'éducation sur l'Europe? Là, je contredis un peu ce qu'a dit Christian tout à l'heure, sur l'Europe. Parce que c'est dans l'intérêt de la Commission que dans tous les pays, dans tous les 27 pays, on sache comment fonctionne l'Union européenne et qu'on ne raconte pas des bêtises sur tel ou tel problème et que c'est Bruxelles qui est responsable, mais non, c'est Berlin ou Düsseldorf qui est responsable. Et ça déjà, c'est pas seulement les journalistes qui sont
qui sont coupables pour une mauvaise information, c'est aussi notre renseignement qui n'est pas suffisamment précis. On fait un truc nébuleux, mais on ne dit pas clairement qui est responsable. Mais pour ça, il faut connaître le système et le jeu Intervenir politique, normalement dans une table ronde qui démarre à 11h15. qui est complètement différent du fonctionnement à Berlin, ou complètement, mais qui est différent du fonctionnement à Berlin. Alors on doit découvrir ça. Et quand on ne sait même pas combien de pays adhèrent à l'Union européenne, ça commence. Il faut du savoir, mais aussi du savoir-faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors peut-être, Florian, vous voulez ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit. Et Frédéric, je crois qu'il faut que vous fermiez votre micro, parce qu'on vous entend. Et vous n'avez le droit de parler qu'à partir de 11h15. Et moi j'ai le micro en main, si je peux juste me permettre Oui. de dire quelque chose. Oui, en fait. oui. Peut-être juste sur Oui, la question d'avant, Oui. avant de passer à... Merci. J'aurais juste donné une recommandation à ces deux enseignants de Leipzig. Au sein de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, on a un très bon réseau des experts et des animatrices et des animateurs interculturels qui justement peut aider et soutenir les enseignants dans la construction interculturelle des échanges. Donc, ce serait peut-être la prochaine fois que vous voyez des enseignants sur la plage, vous pourrez une recommandation à faire. Oui, c'était juste pour dire qu'effectivement, il ne faut pas être côte à côte, en fait, mais essayer de partager des projets comme vous faites là, tous les deux. Là, et c'est ça qui est formidable. Et c'est vrai que j'ai été enseignante en maternelle. Et du coup, je regrette peut-être d'avoir pas formé mes élèves. Je me suis plus tournée sur le côté culturel Bretagne, en me disant oui, on a effectivement l'éducation nationale qui nous donne nos programmes, mais bon, nous on est bretons, donc on a aussi une identité, et comme disait Marie-Laure tout à l'heure, on n'est pas une chose ou une autre, on est une multiplicité, on est effectivement citoyen de Bretagne, du Finistère. Je suis du Sud encore en plus, donc c'est pas le Nord. Donc, mais tout ça, ça s'ajoute, ça s'empile, et puis ça nous renforce et ça nous rend plus meilleurs, je pense. Oui, si on n'avait pas été en guerre avec la Russie, j'aurais dit c'est une histoire de poupée russe. Mais c'est exactement ça. Hein. Et c'est pas qu'en Bretagne, hein, c'est dans toute la France. On est d'abord de son village, après on est de son département, et puis etc. Oui, vas-y. Normalement, j'avais deux anciens élèves qui devaient nous rejoindre ce matin. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ça me fait penser aussi à leur parole, la parole des élèves, puisque là, on a beaucoup parlé au niveau des enseignants. Et il me revient plus qu'une anecdote, quelque chose, un moment très fort vécu par un de mes élèves, que j'avais vécu au travers d'une parole d'élève. Donc élève de CM2. Nous étions en train de travailler sur une leçon sur la Première Guerre mondiale, et l'élève, Kylian en l'occurrence, se demandait, mais il ne comprenait pas quel pays était contre les autres pays, ça ne faisait pas sens. Et puis je l'entends encore me dire, mais Marie-Laure, mais je ne comprends pas pourquoi ces pays-là, pourquoi ils étaient en guerre alors que ce sont des pays alors qu'on est en Europe. Et puis il a prolongé sa question en disant, ah mais oui, à ce moment-là, c'était l'Europe, c'était pas l'Union européenne. Donc, les mots sont porteurs de sens. Et je pense qu'il ne faut pas non plus, nous, enseignants ou adultes, hésiter à employer les bons mots, parce que ça veut dire quelque chose. Et quand à 10 ans, on est capable d'accéder à cette conscience-là, eh bien, je crois qu'il y a déjà une bonne partie du chemin de fait. En tout cas, ça ouvre, quoi. Hein. Donc, il y a aussi la parole des élèves, et puis, quand on le fait, ça marche. Il faut être audacieux, il faut oser, il faut tenter, il faut faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un dernier... Alors, on va prendre les deux questions en même temps, parce qu'il nous reste quelques minutes avant la prochaine table ronde. Bonjour. Je voulais parler un petit peu. Il y a eu une époque où dans les collèges-lycées, il y a eu les sections européennes. Oui. On c'était peut-être que certains élèves, mais c'était quand même très profitable. Et ceux qui en sont sortis ont un esprit très européen, mais ça venait aussi de l'éducation parentale. Bien sûr.
Et là, on n'en N'oubliez pas les parents. et Oui. c'est important. Madame, derrière. Non, derrière. Derrière. Voilà. Oui, donc pour moi, ce serait aussi un témoignage, puisque j'ai été pendant 25 ans chargée de la formation des enseignants, du premier degré surtout. Je suis aujourd'hui chargée d'enseignement à l'UCO, donc pour des étudiants. Et ce que je regrette, c'est malheureusement un recul que je constate pour certains étudiants. On parle, les langues se développent beaucoup. Je suis angliciste de formation. Et je vois des étudiants, bien que ça gêne de m'entendre parler anglais pendant tout un cours. Et on parle beaucoup du développement de l'enseignement des langues, mais pour autant, l'écrit reste encore quand même trop important. Et de ne pas pouvoir, je vois à 18 ans, voire après progressivement, au fil des années, ils arrivent à s'habituer, mais c'est un blocage. Et je rejoins Madame sur l'importance des langues, pas parce que c'est nos domaines, mais pour moi, je vais lier langue et culture. Les deux sont absolument indissociables. Et que la culture donne du sens. Là encore, je rejoins Marie-Laure. Nous avons été ensemble, comme beaucoup d'enseignants, que j'ai organisé beaucoup d'échanges avec la Cornouaille britannique. Nous avons la chance au Finistère d'être, nos plus proches voisins sont les Britanniques. Bon, le Brexit a malheureusement coupé cela, mais le Finistère a toujours été en avant, c'était reconnu, pour développer justement des projets langue et culture. Et à chaque fois, il y avait une participation formidable, année après année. Et je crois que là, c'est ce qui peut donner du sens justement à nos enseignements et aux liens que l'on doit développer aujourd'hui, mais il y a bien d'autres exemples aujourd'hui au niveau de l'Europe. Une chose aussi, puisque je suis coordinatrice au niveau national pour les langues et les cultures, pour les chargés de mission et aussi des enseignants de la maternelle jusqu'au supérieur, de l'important justement d'aider les enseignants, les chefs d'établissement à développer des projets, je pense Erasmus+, parce que c'est un travail énorme qui est formidable en résultat, mais c'est un travail énorme. Donc ils ont vraiment besoin d'aide pour tout de même le travail administratif. Ça, c'est quand même aussi extrêmement important. Voilà, donc il y a une attente là, dans la formation également, au niveau des futurs professeurs, et bien de développer le sens de l'Europe, parce que c'est ce qui donne du sens aussi aux langues et donne envie aux jeunes d'apprendre des langues. Apprendre les langues, c'est rencontrer, être à la rencontre des autres. C'est le sens premier. C'est le sens essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Et juste pour conclure cette première table ronde, c'est vrai qu'Erasmus, tous les dossiers Erasmus sont compliqués, même si on peut être aidé. On n'a pas parlé d'une fondation qui s'appelle la Fondation Hippocrène, que peut-être vous connaissez. Moi, il se trouve que je participe au jury depuis l'origine. J'ai découvert des projets absolument formidables, du jardin d'enfants jusqu'à la terminale. C'est très bien doté et c'est tous les ans. Et tous les ans, je découvre des gens inouïs qui font des projets incroyables pour leurs élèves. Mais je constate que c'est quasiment l'enseignant moteur, en fait, est un Espagnol, un Allemand, un Suédois, etc., marié à un ou une Française. Et c'est quasiment la totalité des projets, quoi. Mais formidable, même quand ils sont tout petits, quoi. Merci beaucoup. On va passer... merci messieurs, merci Marie-Laure, merci Florian. Je suis ravie qu'on ait pu communiquer avec vous. Et nous allons passer à la deuxième table.